de nous retrouver, une matinale qui se réveille avec des surprises. Il ne reste plus à présent à Benyamin Netanyahou que de former un gouvernement, ce qui est loin d'être une mince affaire, mais on en reparlera plus tard dans cette édition. Nous sommes ensemble pour 1h30 au programme de ce direct, les résultats officiels tout chauds sortis des urnes. Et pour les analyser, Myriam Danan et Boaz Mismut qui nous font l'honneur et le plaisir de partager notre plateau ce matin. Bonjour à vous et merci de nous avoir rejoints. Le comité électoral de la Knesset a travaillé dur toute la nuit pour s'approcher des 100% de voix décomptées. Près de 99,5% des bulletins ont été dépouillés. La victoire en grande pompe de Yair Lapid ne fait que se préciser, s'affirmer dans les chiffres. Le Likoud obtient donc 31 mandats à la Knesset et perd 11 sièges. Le parti de Yair Lapid, le grand gagnant donc de cette campagne, Yesh Atid, obtient 19 sièges. Le parti travailliste, seulement 15 mandats, soit 2 de plus qu'en 2009. Le parti ultra-orthodoxe Chasse a augmenté avec 11 mandats. Le parti de Naftali Bennett remporte également 11 mandats. Yahadut HaTorah 7. Score similaire pour Tzipi Livni et le parti d'extrême gauche Meretz, 6 mandats. Kadima et Shaoul Mofaz, qui avait été annoncé hier sans voix, entrent finalement à la Knesset avec 2 mandats et donc ont accédé au seuil d'éligibilité. Myriam et Boaz, on commence peut-être honneur aux dames par vous, Myriam. Que pensez de cette soirée électorale d'hier? Quelles sont vos premières réactions? Bien sûr, cette victoire de Yair Lapid qui était sans précédent, un effet superbe qu'a réussi l'ancienne vedette de la télévision israélienne. 19 mandats, c'est sans aucun doute une superbe réussite. Il faut dire qu'il avait tout pour plaire, on connaissait sa popularité auprès de la population israélienne, et puis aussi une liste très équilibrée avec notamment 40% de femmes, des druzes, des religieux, des laïcs, un programme également très vaste avec une économie libérale et puis également des mesures qui frisent le populisme. Tout était là pour plaire et Yair Lapid a sans aucun doute bénéficié, et c'est sans doute là qu'ont été surpris les sondeurs de ces dernières semaines, de cette possibilité de se retrouver dans ce programme très large. Il faut souligner que plus de 60% des électeurs indécis étaient des femmes et que la représentation à 40% des femmes au sein de ce parti politique de Yair Lapid a sans doute plu à beaucoup d'entre elles. Ce parti, on va en reparler. Boaz Mismut, vous en parlez ce matin dans votre journal Israël Hayom. Une déception pour le Likoud. Oui, une grande déception, évidemment. 31, je pense que c'était vraiment le pire des scénarios. Hier soir, avant les premières estimations, même, il y avait des craintes de baisser jusqu'à 29. Certains me parlaient de 28, voire 27. 31, c'est a priori un peu de limiter les dégâts, mais dégâts il y a. N'oublions pas que ce n'est pas un parti, mais 2 partis. Donc cet écart, ce soi-disant grand écart, 31 pour le premier et 19 pour le deuxième, est artificiel, pour la bonne raison, encore une fois, je vous rappelle, c'est 2 partis. Et juste pour montrer un peu la différence, souvenez-vous, il y a pas très longtemps, février 2009, les fameuses élections où Netanyahou arrive pas en première position, mais en deuxième. Mais déjà au bout d'une heure ou deux, il avait déjà son gouvernement, donc c'était clair que c'était lui qui allait former. Aujourd'hui, vous le voyez avec un écart énorme pratiquement, et il aura beaucoup de mal à former ce gouvernement où il est plutôt esclave de ses perdants, soi-disant. Pas d'écart non plus, si l'on en croit les sièges et les mandats à la Knesset, c'est 60-60, une répartition quasi égale entre les 2 blocs, le bloc de droite et le bloc de gauche, comme on le voit sur ce camembert qui a finalement été assez facile à réaliser. Donc 60-60 pour chacun des blocs. Exactement, et quand vous dites ce camembert, alors ils sont beaucoup moins bons pour le côté bleu que pour le côté rouge, bien sûr, parce que qui aurait cru, il y a quelques semaines à peine, qu'on va se retrouver à égalité entre les blocs, c'est assez incroyable. Voilà une campagne électorale qui était très ennuyante, on l'a dit, on l'a redit, et finalement, regardez quelle soirée électorale passionnante. Alors, il est clair que c'est quelque chose de nouveau, c'est une redistribution des cartes. Mais quand même, mettons les choses dans le contexte et parlons de certains points. D'abord, les 19 sièges que Lapid a reçus. Moi, je me souviens déjà depuis 1977, le parti Dash qui est monté et qui a disparu ensuite. Bien sûr, le père de Lapid lui-même avec ses 15 mandats qui ont disparu par la suite. Kadima, les 29 sièges de Kadima. Où sont les sièges de Kadima? Eh bien, voici les sièges de Kadima. Je dirais pour Netanyahou, si vous me permettez, quelques points que moi je vois déjà. D'abord, Netanyahou n'a pas su se renouveler. Alors, il s'est présenté comme l'homme fort. Donc, si je suis un homme fort, on n'a pas besoin de moi. Et finalement, on est parti vers les autres. Et comme il cassait tous les autres, sauf Lapid, voilà le résultat. Deuxième point, parti travail, finalement, l'alternative. Eh bien, comment on peut être alternatif quand on propose seulement de la politique, mais rien au niveau politique et surtout diplomatique, bien sûr. Le phénomène Bennett. Alors, je dirais que Bennett, on voyait Bennett devait être le Lapid que l'on voit aujourd'hui, sauf qu'il a reçu un petit peu des balles de tous les côtés. Et Lapid est le grand gagnant pour la bonne raison que c'est celui qu'on a laissé, comme vous avez dit vous-même, Myriam, c'est le côté sympathique de ces élections, le côté
côté un petit peu le présentateur, et surtout dans une époque comme aujourd'hui, dans une époque reality, où on choisit le meilleur cuisinier, où on choisit le meilleur sportif, le meilleur conducteur, pas la télévision, et ben pourquoi pas aussi le meilleur politicien. On reviendra justement sur cette question. Est-ce que les Israéliens ont voté pour des partis ou pour des personnes? On y reviendra au cours de cette édition. Juste avant d'aller plus loin dans les commentaires, je vous propose de faire le résumé de la journée électorale d'hier en images. Regardez. Le premier à se rendre aux urnes, c'est Benyamin Netanyahou, accompagné de Sarah, son épouse, et leurs 2 fils. C'est aussi le premier à créer le buzz de cette journée électorale en ouvrant son bulletin devant les caméras, comme pour rassurer les journalistes de son engagement politique. Un acte illégal, mais qui n'aura pas manqué de faire parler de lui juste avant de se rendre en famille au mur occidental, à Jérusalem. Vont suivre Shimon Peres, le président, Naftali Bennett, Sheli Yachimovitch, la chef du Parti travailliste, qui s'est rendu compte une fois arrivée au bureau de vote qu'elle avait oublié sa carte d'identité chez elle. Yair Lapid et Tzipi Livni, tout juste revenus de la maternité. La maternité, oui, et pour cause, la numéro 9 de son parti, Meirav Cohen, a elle poussé son engagement politique au point de donner naissance à sa fille le jour même de l'élection. Une coïncidence qui ne dit pas encore le nom du nouveau-né, affaire à suivre. Les autres temps forts de cette journée électorale, c'est le taux de participation particulièrement élevé, le plus fort depuis une décennie, et ce alors même que les bureaux de vote voient se former des files d'attente pouvant par endroits atteindre la demi-heure. L'autre grande star de cette journée, le temps, le soleil et la chaleur étaient les grands invités de cette journée chômée pour les Israéliens qui en ont profité en masse pour se rendre à la plage, dans les restaurants, les centres commerciaux ou encore visiter en famille les différentes attractions organisées pour l'occasion. Et vers 18h, alors que les nouveaux résultats du taux de participation sont diffusés, alors que l'heure fatidique de l'annonce des gagnants et des perdants avance, le bloc de droite sent l'angoisse monter. Du côté de Benyamin Netanyahou et Avigdor Lieberman, la pression monte. Certains députés Likoud exhortent les militants de droite n'ayant pas encore rempli leur devoir électoral à se rendre dans les bureaux de vote. L'étendard agité, le risque est de devoir retourner aux urnes d'ici peu. Sheli Yachimovitch, de son côté, se voyait déjà en chef de file d'une nouvelle révolution politique dans l'État juif. Le Parti travailliste qui sort déçu de cette journée électorale en obtenant uniquement la 3e position de cette course à la Knesset. Les résultats, on les connaît désormais, pour partie en tout cas. Pour le détail exact des résultats définitifs et officiels, il faudra attendre jeudi. Désormais, la question qui brûle les lèvres de tous les analystes est bien de savoir avec quel gouvernement Israël se réveillera dans les jours et les semaines à venir. Boaz Bismuth, on revient vers vous. Les 4 dernières heures de la soirée électorale d'hier ont été particulièrement angoissantes pour le Premier ministre qui sentait, et dont l'entourage également sentait, ce revers arriver. Être le gagnant d'avance, est-ce que c'était la position la plus indélicate pour Benyamin Netanyahou? Est-ce que c'est ce qui l'a fait sombrer hier lors de cette élection? Alors là, aujourd'hui, on peut se poser des questions, justement, si certains choix qu'il avait faits étaient les bons choix, et ça serait un peu difficile aujourd'hui de le mesurer, et j'explique par exemple le premier. Cette fameuse fusion avec Avigdor Lieberman. Alors hier, on a vu très bien Bogi Ya'alon, candidat à être le prochain ministre de la Défense, qui disait heureusement, c'était un petit peu notre échec. Il a dit notre échec dans le jeu, échec ensuite maths bien sûr, et pas échec, dans le sens où c'était un peu notre succès, si vous voulez, pour être un peu plus clair, pour la bonne raison que, imaginons si on n'était pas ensemble, à combien on sera. De l'autre côté, on peut aussi réfléchir, est-ce que le Likoud n'a pas perdu beaucoup de son noyau dur en s'alignant avec Lieberman, qui ne représente pas finalement l'électeur classique du Likoud primo. Deuxièmement, ça nous lui donnait gagnant d'avance déjà, donc c'était clair qu'il allait gagner les élections, et donc on s'endort un peu. Ça, c'est quelque chose à vérifier. La deuxième chose, c'est que justement, je crois qu'on a trop vite un petit peu, si vous voulez, un petit peu ce camembert que vous avez montré, et ben si je suis le gagnant, et ben très vite déjà je réfléchis avec qui je vais former mon prochain gouvernement. Je suis là à casser mes opposants, je fais une campagne négative. On a vu que les électeurs aussi bien aux États-Unis, en France, en Israël aussi, l'électeur n'aime pas les campagnes négatives. Donc on a proposé rien que d'une seule chose, je suis l'homme fort. Alors c'est ça, Myriam, vous qui avez aussi analysé cette campagne, elle a eu du mal à prendre, elle a eu du mal à démarrer. On a parlé d'une campagne assez molle. Finalement, les journalistes et les observateurs aujourd'hui sont servis.
Alors oui, du point de vue du suspense, on est servi. On a eu une belle surprise hier soir avec Yair Lapid. C'est sans aucun doute la grande surprise de ces élections, alors qu'on s'attendait à ce que la grande surprise vienne de Naftali Bennett, qui lui, même s'il est resté dans un bon score, reste dans un score qui correspond à ce qu'avaient annoncé les sondages. Par contre, il faut être très prudent avec l'annonce de ce bloc à égalité, 60-60, parce qu'il faut rappeler que les partis arabes israéliens, qui occupent près d'une dizaine de mandats, refusent d'adhérer à une quelconque coalition gouvernementale israélienne, qu'elle soit de droite ou de gauche. Il faut rappeler aussi que cette partie du camembert à 60 mandats pour la gauche est composée de nombreux partis centristes, autrement dit pour de nombreux d'entre eux, comme par exemple pour Yair Lapid qui prône une économie libérale, peut-être une diplomatie un petit peu plus à gauche. Donc Binyamin Netanyahou aujourd'hui a de quoi faire son marché, si on veut, du côté du bloc de gauche. Par contre, il n'est pas certain que, comme Shelly Yechimovic le souhaite, elle parvienne à faire un bloc pour ne pas recommander à Shimon Peres Binyamin Netanyahou comme prochain Premier ministre. Et d'ailleurs, ce matin, personne ne s'aventure à l'annoncer. Binyamin Netanyahou sera bien le prochain Premier ministre, sauf nouvelle surprise. Boaz Bismuth, on peut s'attendre à quel scénario, si on fait de la politique fiction, à quel scénario du côté de la formation du gouvernement de Benyamin Netanyahou? D'abord, j'adhère juste un mot. C'est vrai parce que Lapid, par exemple, le grand gagnant, est-ce que vraiment vous le mettez avec la gauche? Lui qui ne veut pas le partage de Jérusalem. C'est ce qu'il a toujours refusé de se situer. Lui qui a commencé sa campagne ou à l'université d'Ariel, vous voulez aussi, c'est un symbole. Donc là, c'est très, très... Je crois que quand même, c'est toujours les opinions de la droite qui gagnent encore dans ce pays. Maintenant, au niveau de la... comment dire, ce système politique israélien à la proportionnelle, qu'on peut aussi réfléchir si maintenant on pourra le modifier, le changer, le toucher, enfin, parce que s'ils veulent, ils peuvent. Je dirais que la grande question, c'est qui Netanyahou va prendre, bien sûr. Alors, un peu de politique politicienne, parce que c'est ce système proportionnel qui l'exige. Et là, est-ce que Netanyahou préfère, bien sûr, le gouvernement prendre ses anciens alliés, se concentrer, ajouter Lapid, mais Lapid ne veut pas? Est-ce qu'éventuellement, il veut Bennett avec lui? Je dirais peut-être une seule chose, parce que là, c'est des chiffres, et il a plusieurs scénarios, mais quand même, ça va être très, très difficile. Ce fameux homme fort, dont on parlait tellement, devient finalement l'homme le plus, comment dire, l'homme le plus facile, l'homme le plus vulnérable, parce qu'aujourd'hui, par exemple, on prend le cas de Lapid. Lapid vient le voir, il dit maintenant, je veux mon numéro 2, Shai Piron, à l'éducation, moi-même, le ministère des Affaires étrangères, et il reçoit. Bennett peut lui dire, non, moi je te rejoins, seulement si je reçois, par exemple, j'exagère un peu, mais la défense. Il ne faut pas oublier aussi que chez lui, il a fait cette coalition avec Lieberman, mais il est aussi otage au sein de son propre parti. Donc aujourd'hui, cet homme fort, qui est le Premier ministre d'Israël, qui va former le prochain gouvernement, est otage de ses partenaires et de son propre parti. Donc est-ce que finalement, Benyamin Netanyahou, on va pouvoir le définir à présent comme le Premier ministre de Yair Lapid, avec un gouvernement de Yair Lapid? Très bonne question, et je vais vous dire pourquoi. Vous avez dit, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Si aujourd'hui, et là maintenant je m'avance un petit peu, si aujourd'hui, Benyamin Netanyahou lâche un peu certains, ou tous, ses anciens partenaires, et va vers un nouveau gouvernement, c'est-à-dire prend ce fameux centre et dit, ok, je suis aussi à la mode, je vais maintenant avec la mode d'aujourd'hui. Finalement, comme il est fort possible que cette Knesset ne va pas durer 4 ans, mais peut-être 2 ans, peut-être même moins, donc il va bâtir, construire le prochain Premier ministre qui viendra, pas de la droite, mais du centre, et je peux penser à Lapid. C'est quelque chose qui est tout à fait concevable. D'un autre côté, il y a encore une possibilité, bien sûr, c'est Netanyahou qui fait un petit peu et qui va dire, bon, maintenant Chasse, qui n'est pas un parti populaire en Israël pour certains, et surtout pour l'État, la ville-État de Tel Aviv, donc je prends Yair Lapid, le grand gagnant, ce qui est logique, et celui qui... Mon premier téléphone, par ailleurs, à qui j'ai fait, c'est mon premier téléphone, c'est un symbole fort, c'est celui à qui j'ai fait une allocution avec lui ensemble, et par ailleurs, je ne sais pas si tes spectateurs ont fait attention, c'est incroyable ce qu'on a vu hier à la télé, lorsque le Premier ministre et son dauphin font un discours au même moment. Alors qu'ils parlent au téléphone quelques temps avant, donc ils savent très bien. C'est aussi un petit jeu. On verra d'ici quelques minutes les déclarations de chacun. Je ne parle même pas du fait qu'ils étaient même presque habillés pareil. Alors je dirais que ça, c'est un symbole fort. Donc Netanyahou aussi a la possibilité de prendre Bennett et Lapid, ces deux jeunes, et puis ensuite que les deux se battent entre eux, qui va être le prochain. Myriam. Le problème, c'est que sans doute Binyamin Netanyahou aura les mains bien plus liées avec Naftali Bennett que ce qu'il pourrait les avoir avec Yair Lapid, qui laisse beaucoup plus les options ouvertes, tant sur le plan politique, diplomatique et économique, que Naftali Bennett, qui a une vision beaucoup plus radicale de la diplomatie et de la politique à mener face notamment en ce qui concerne le conflit israélo-palestinien. Et les orthodoxes, il faut le dire aussi, sont un partenaire qui sont extrêmement souples à l'égard du Premier ministre, qui tolèrent tout tant que leurs intérêts communautaires sont protégés. La solution de facilité, ce serait peut-être donc de s'allier Yair Lapid et le parti orthodoxe, si toutefois les deux parviennent à s'entendre, plutôt que Naftali Bennett, avec lequel, on le sait aussi, il entretient Binyamin Netanyahou et sa femme des relations assez conflictuelles.
C'est vrai, juste un mot à cela, j'ajouterais juste une chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, les religieux, les ultra-religieux, les orthodoxes, si vous préférez, ont fait une grave erreur. On prend par exemple, concernant par exemple l'armée, participation à l'armée. Donc j'aurais beaucoup de mal à voir cette fusion orthodoxe avec Lapid. Ils n'ont pas réussi à négocier et ça va être très très dur. Je dirais juste peut-être concernant Lapid, sa faiblesse est devenue sa force. Sa faiblesse était laquelle pendant la campagne on disait qu'il n'avait pas un programme clair à la différence de Bennett, mais c'est devenu un avantage dans une époque comme la nôtre, parce que c'est aussi l'ère du temps si vous voulez. Compte tenu du fait que j'ai pas un programme clair, tout le monde se retrouve. Justement, on va y revenir. Yair Lapid, d'une certaine façon, il a reproduit le succès qu'avait déjà réalisé son père Tommy Lapid il y a une vingtaine d'années environ. Voilà, cette espèce de prise d'ampleur d'un coup, d'un parti, c'était à l'époque le Chinouille. Est-ce qu'il prend conscience de la tâche qu'il attend à présent et est-ce qu'il a les épaules pour tout ce qu'il attend? Parce que finalement, ce qu'il connaît de la Knesset, Yair Lapid, c'est les couloirs que les journalistes côtoient quand ils vont poser les questions aux députés, etc. Les vraies négociations, la formation d'un gouvernement, il n'en a aucune idée. Alors déjà une chose, est-ce qu'il a les épaules? On a vu déjà, c'est un garçon qui fait du sport depuis l'âge de 4 ans, donc il a des épaules énormes. Je crois que c'est le député qui a le plus de muscles. Donc là, il n'y a aucun problème sur ce point-là. Est-ce que c'est quelqu'un d'intelligent? Oui, c'est quelqu'un d'intelligent. Sur le plan personnel, mon premier article de magazine de vendredi, c'était Tel Aviv la nuit, avec qui? Avec Yair Lapid, que je connais bien, qui est charmant et qui est beaucoup plus, comment dire, allez, on va prendre le terme le plus facile, beaucoup plus même gentil et tolérant que son papa, beaucoup plus modéré que son papa. Et je crois que c'est quelqu'un qui a une grosse sensibilité. Et là, avant que j'oublie, est-ce qu'il a su justement retirer les leçons des échecs de son père et se rendre plus modéré, devenir plus modéré justement grâce aux échecs? La preuve, c'est sa sensibilité qui l'a fait comprendre un petit peu les changements en Israël. On a dit que cette protestation de Zerot Rothschild qui s'est étalée dans tout le pays, s'est évaporée. Faux. Presque 50 nouveaux députés et le phénomène Lapid. Lapid a su, par sa sensibilité, comprendre le terrain et l'acquérir, le prendre envers lui. Maintenant, est-ce qu'il peut? Alors, il est évident que c'est quelqu'un qui n'a pas aucune expérience, c'est quelqu'un qui est journaliste. D'un autre côté, regardez des énormes figures. Qu'est-ce qu'était Herzl avant? Je voyais un peu plus grand. Herzl et Jabotinsky, c'était des anciens journalistes. Alors je crois que le journaliste est une très bonne école, mais il aura besoin de temps. Et quel bon tuteur que Benjamin Netanyahu, avec son expérience, 3e mandat finalement, pour aujourd'hui. Et il a dit hier, il a dit, je ne suis peut-être pas prêt cette fois-ci pour être Premier ministre, mais je peux être le prochain. Mais il sait aussi, et il doit apprendre par l'expérience de son père. Son père est passé, il faut rappeler, de 15 mandats, comme vous avez très bien dit, à 0. Je répète, de 15 à 0. Un énorme effondrement. Est-ce qu'il risque de se passer exactement la même chose pour Yesh Atid? Bien sûr que c'est possible, puisque Dash, c'était les députés de Rafoul, et bien sûr son papa aussi, des gens qui avaient un peu plus même d'expérience. Kadima s'est effondré également. Kadima qui s'est effondré, voilà 2 députés, le premier parti à peine, qu'ils ont réussi à rentrer à la Knesset. Mais là justement, alors qu'il y en avait 28 dans la qu'est-ce qui manque à Lapid justement? C'est avoir un portefeuille, réussir. Là, s'il prend un portefeuille et il est aux côtés de Netanyahou, Netanyahou peut lui donner cette crédibilité, cette formation. Et surtout, il y a encore une chose qui est très très importante, l'époque a changé, les temps ont changé. On est aujourd'hui dans une époque où on peut beaucoup plus utiliser la télévision, sauf qu'il y a encore un piège pour Lapid. Comme Itzhak Horowitz, mon ami à l'époque, lorsqu'il était journaliste, on le voyait tous les jours. Maintenant, s'il ne prend pas un bon portefeuille, on peut aussi... Alors justement, quel portefeuille pour Yair Lapid? Probablement les finances, en tout cas c'est ce qu'il va le demander en premier. Il demandera aussi probablement l'éducation. Alors là aussi, on va demander expérience ou pas expérience. Benjamin Netanyahou lui répondra sans doute qu'il sera bien entouré. Il se fera un plaisir de le faire pour lui. Ce qu'il faut souligner bien sûr, c'est qu'Yair Lapid avait pendant toute cette campagne une campagne sans faute, de la même façon que du point de vue du Likoud, elle a lamentablement échoué et qu'il y a eu une série d'erreurs stratégiques. Yair Lapid, lui, de ce point de vue-là, pendant sa campagne électorale, a été tout simplement brillant. Aucune erreur stratégique, une parfaite maîtrise des codes audiovisuels, des slogans électoraux, dans la composition de sa liste également. Depuis 1 an, il préparait ses élections et puis il vient, on l'a dit également, d'une famille avec un lourd passé politique. Il a tiré les leçons de son père et il les a parfaitement appliquées. Alors, une campagne sans faute, on est d'accord. Si on va un peu plus dans le fond, les questions de fond ont été absentes de cette campagne. Si on parle du budget qui est à l'origine même de la mise en place de ces élections, ou si on parle du conflit israélo-palestinien, sont les grands absents de cette campagne. Pourquoi? Comment est-ce que vous l'expliquez? Comment est-ce que demain on va se réveiller avec ces questions? L'enjeu de cette campagne, c'est certain, en tout cas, c'était les questions sociales, même si les partis ont choisi d'y répondre plus ou moins clairement. Et le grand gagnant, encore une fois, on y revient, c'est Yair Lapid pour ces questions sociales. Il est même passé devant Shelly Yechimowitz, qui finalement n'est arrivée qu'à 15 mandats. On pensait qu'elle était à 17 hier soir. Et c'était censé être elle, la leader travailliste, la grande représentante du combat social et économique de la population israélienne. Finalement, les classes moyennes ont choisi
choisi de se retrouver dans le visage et dans le parti de Yair Lapid. C'est un échec pour la vraie gauche, pour la gauche travailliste israélienne, c'est certain. Et c'est un succès pour ce personnage du paysage audiovisuel israélien qui a su représenter peut-être aussi la protestation sociale, ce 1,5 million israélien qui il y a 1 an et demi était descendu dans les rues pour demander un meilleur pouvoir d'achat. Myriam, le bloc de centre-gauche, Yair Lapid, en est donc le parti le plus important et le plus représenté à la Knesset. Mais qu'est-ce que ce centre-gauche dont on n'arrête pas de parler depuis 3 mois et encore plus depuis hier? Reportage de Fleur Citruc. Le ralliement de figure des protestations sociales de l'été 2011, comme Saf Shafir ou Itzrik Shmouli, a insufflé un vent de jeunesse au parti. Les travaillistes ont fait campagne sur un agenda exclusivement social, mettant volontairement de côté toutes les questions liées au conflit israélo-palestinien ou à la sécurité. L'ancienne journaliste Shelly Yachimovitch a réussi à relever un parti sur le déclin, sans toutefois parvenir à rassembler suffisamment de force pour présenter une alternative crédible au gouvernement de Benyamin Netanyahou. Elle a d'ores et déjà annoncé qu'elle ne ferait pas partie d'une prochaine coalition avec le Premier ministre sortant. En l'espace de quelques mois, Yair Lapid est passé du statut de présentateur vedette au rang d'étoile montante de la politique israélienne. Il a fondé Yesh Atid pour lutter, dit-il, contre le fossé grandissant entre la majorité laïque et une minorité ultra-orthodoxe en plein essor. Les religieux qui ne font pas leur service militaire et ne travaillent pas pèsent sur l'économie israélienne, selon lui. Yair Lapid dit vouloir changer les règles du jeu. Il prône également des réformes sociales. À 49 ans, cet ancien athlète pourrait se révéler être un partenaire de coalition de choix pour le parti de Benyamin Netanyahou. Tzipi Livni a bouleversé l'échiquier politique israélien au centre et centre-gauche en fondant Atnoa 7 mois après sa défaite aux primaires de Kadima. Son parti est composé entre autres de transfuges de Kadima et de figures du parti travailliste tels que l'ancien ministre de la Défense Amir Pérez et Amram Mitzna. L'ancienne ministre des Affaires étrangères a fait campagne sur le thème de la reprise des négociations de paix avec les Palestiniens, indispensable selon elle pour la sécurité et la prospérité d'Israël. Elle dit vouloir également réduire les inégalités sociales. Peu avant les élections, Tzipi Livni a appelé l'opposition à constituer un front uni contre Benyamin Netanyahou, appel qualifié de simple coup médiatique par ses détracteurs. Les réactions des observateurs étrangers n'ont pas été encore observées. Par contre, les réactions des participants à cette campagne, on les a déjà, et notamment celle de Benyamin Netanyahou, le Likoud qui n'a pas souhaité au départ montrer sa déception, montrer que finalement les drapeaux étaient un peu en berne devant le QG du Likoud Betenu hier soir. On écoute Benyamin Netanyahou s'exprimer, on en reparle juste après avec vos analyses. Vous avez encore prouvé que Israël est une démocratie dynamique, idéale, et je suis fier d'être votre Premier ministre. Je suis fier d'être votre Premier ministre. Je vous remercie de m'avoir donné une 3e opportunité pour diriger l'État d'Israël. Un sourire de façade. Myriam Danan, Netanyahou n'était pas dans la même situation hier soir, définitivement pas qu'en 2009. Effectivement, c'est certain, mais il n'avait pas aussi eu de spécialement bonnes nouvelles en 2009. Il faut le rappeler, à un mandat près, Tzipi Livni était passé devant son parti. Et même s'il y a eu des erreurs stratégiques et une campagne très critiquable menée de la part du Likoud, en tout cas au résultat que l'on mesure aujourd'hui, il faut souligner qu'avec Lieberman dans son camp, c'est un allié certain, un allié qui a été fidèle pendant ces 4 dernières années, son ministre des Affaires étrangères et le chef d'Israël Betenu, et puis un homme politique aussi qui ne pourra pas aujourd'hui lui planter un couteau dans le dos. Et aujourd'hui, c'est également un bienfait précieux pour Benyamin Netanyahou en ces temps incertains. Alors pas de vraie remise en question, c'était pas vraiment le moment hier soir, même si on a senti un petit peu d'énervement parmi quelques piliers du Likoud au cours de cette soirée. Mais Benyamin Netanyahou l'affirme haut et fort, il sera le prochain Premier ministre. Il remercia Victor Lieberman, il l'a dit à de nombreuses reprises
dans son discours, donc pas vraiment de mea culpa pour le moment. Et puis aussi, et là c'était Reuven Rivlin, immédiatement après le discours de Benyamin Netanyahou, qui mettait en avant que le vrai enjeu aujourd'hui, du lendemain de ces élections, au-delà de la formation d'une coalition, c'était très bientôt la négociation du budget de l'année 2013. C'est à cause de ce fameux budget que ces élections anticipées ont été décrétées. Et en fait, cette déclaration de Rivlin, c'était un discret appel du pied à Yair Lapid en lui disant « Nous sommes ouverts sur les questions économiques, rejoignez-nous ». Le budget, l'autre élément qui était important pour Benyamin Netanyahou, il l'a mentionné hier soir, c'était l'Iran. On l'écoute. Notre premier objectif est la puissance sécuritaire face aux défis qui sont devant nous. Notre premier défi était et reste l'arme nucléaire iranienne. Voilà, donc l'Iran, il l'a martelé pendant toute sa campagne. C'est ce sur quoi s'est basée sa campagne, le défi iranien, le problème du nucléaire. Est-ce qu'il aura une marge de manœuvre sur ce sujet dans le nouveau gouvernement, Benyamin Netanyahou? Justement, l'Iran fait partie de, comment dire, un petit peu, il paye un peu aussi le prix de l'Iran, et j'explique. Là, Khamenei peut rigoler un petit peu chez lui pour la bonne raison que, voilà, aux États-Unis, il reçoit Obama, et là, il reçoit un Netanyahou avec une victoire étriquée, avec une victoire à demi-teinte, comme a écrit ce matin la presse française, et j'explique. C'est vrai qu'en Israël, il y a eu des changements dans la société israélienne, mais aussi, vous avez parlé du fait qu'on n'a pas parlé assez de sujets économiques. Myriam a parlé des sujets sociaux, et c'est tellement juste. Il y a cette idée maintenant, c'est justement deux questions, deux slogans. Où va l'argent? C'est-à-dire tous ces partis religieux qui prennent l'argent. Alors, où va l'argent? Et pourquoi est-ce que c'est si difficile d'acheter des appartements? Voilà deux messages que Lapid a très bien compris par sa sensibilité et a joué sur ça. Et Netanyahou continue à parler encore et encore de l'Iran. La menace iranienne, bien sûr qu'elle existe. Elle est là. Les centrifuges, par ailleurs, en Iran, pendant que l'on parle, continuent de tourner et même de rire, de sourire, de voir comment le monde ne comprend pas cette menace. D'un autre côté, Mais finalement, en fait, les Israéliens lancent là un cri du cœur. On ne veut pas entendre que parler de l'Iran. On veut aussi du social. On veut s'occuper de notre quotidien, de notre vie au jour le jour. C'est ça qu'ils ont dit à ces élections? Ça veut dire qu'on sait très bien qu'on n'est pas un État normal. La preuve, on n'a pas encore des frontières reconnues. C'est la preuve, nos voisins ne reconnaissent pas encore. Donc, on n'est pas par définition un État normal. Mais de notre côté, on aimerait bien qu'on y aspire, et surtout que nos dirigeants nous traitent comme si on était un État normal, parce que dans le quotidien, quand je vois mon enfant à l'école, eh ben, mon chocolat que je mets dans le sandwich, je ne vais pas l'acheter à Téhéran, mais à Tel Aviv. Et c'est un petit peu le message qu'on essaie de transmettre. Encore une fois, le problème existe. Je crois que, surtout, on a vu ces 2 dernières années, les changements au Moyen-Orient prouvent que les choses changent, mais elles restent exactement pareilles dans notre coin du monde. Mais les électeurs, parfois, on veut regarder autre chose, on va regarder plutôt le quotidien, et là Netanyahou paye le prix. Myriam, vous vouliez réagir? L'Iran n'a pas été un message très vendeur pendant cette campagne électorale, c'est certain. Il faut toutefois souligner que c'est un des rares dossiers que personne ne dispute à Benyamin Netanyahou, et c'est sans doute pour ça qu'il a choisi d'aborder son discours avec cela. Parfait consensus, et donc ça lui laisse cette image de Premier ministre et de seul Premier ministrable de demain, un rôle que là aussi, une carrure que personne ne peut concurrencer aujourd'hui. Benyamin Netanyahou, prochain Premier ministre. Oui, le dossier iranien, il le gérera un petit peu à sa guise. Il faut souligner que le seul autre qui s'est avisé de parler de dossier sécuritaire hier soir, c'était Naftali Bennett, avec lequel une alliance, on l'a dit tout à l'heure, risque d'être plus compliquée. Justement, vous parliez de carrure, Myriam. Est-ce que cette élection s'est jouée sur des personnes, non pas forcément sur des programmes ou sur un parti? Sans aucun doute. Et le système israélien, au contraire, on aurait pu croire qu'il s'agissait bien d'une élection législative, comme peut-être on les reconnaît en France, mais en fait ici c'est plutôt le terme d'élection générale qui va s'appliquer, et il y a eu certainement une personnalisation de ces partis en fonction du dirigeant de chacun de ces formations, de ces futures formations parlementaires. Et les Israéliens aujourd'hui ont fait le choix, et là aussi c'est la loi du plus sympathique qui a gagné et du plus télévisuel, on fait le choix de personnes autant au moins que de partis politiques, puisqu'il faut le dire, les messages se mêlent. Aujourd'hui on peut être économiquement de droite, politiquement de gauche, et aussi bien l'inverse. Et lorsque la carte politique se brouille, c'est sans aucun doute la personnalité des dirigeants qui prend le dessus, et c'est ce qui s'est passé hier soir. Alors la personnalité la plus séduisante, c'est Yair Lapid. C'est Lapid, mais je dirais plus encore même, c'était un petit peu, au moins pour la 19e Knesset, c'est un peu la mort des partis politiques. C'est-à-dire qu'on avait des cocktails, on a pris des personnalités, on a fait un cocktail, et puis pour expliquer un petit peu, pour montrer de la façon la plus claire. Imaginons par exemple un député, par exemple en France, qui est dans les primaires de l'UMP, et finalement, après s'être présenté dans les primaires, et présenter aussi ses poulains, va se représenter dans un autre parti. Est-ce que
c'est envisageable. Et bien en Israël, cette fois-ci, oui, je pense par exemple au cas d'Amir Peretz avec Tzipi Livni, Netanyahu bien sûr, avec Lieberman, deux partis, parfois encore une fois, qui ont encore des contradictions pour certains électeurs et se retrouvent ensemble. Donc je dirais que c'était pas comme avant ce système où il y avait des partis clairs. Et par ailleurs, on le voit de moins en moins, comme Myriam a très bien dit en ce moment. Mais ça, c'est un peu, je dirais que dans le passé aussi, dans le côté où on peut avoir une politique libérale avec des opinions de gauche. Mais ça, je dirais que c'était un petit peu la force du Likoud toujours. Et c'est comme ça qu'il a réussi un petit peu à séduire et à devenir un petit peu le parti de la nation ou de l'État. Mais c'est un petit peu la mort des partis aujourd'hui. Regardez un petit peu ce qui se passe. Mais d'un autre côté, il ne faut pas aussi oublier encore une chose, ces partis à la mode, et Kadima est un exemple. Kadima était là comme la R19 à l'époque pour longtemps. Elle se massacre en ce moment. Donc, quand même, le Parti travailliste et le Likoud restent quand même des partis ce système électoral, on y revient. Il a pour l'instant plus l'allure d'une 4e République. Est-ce qu'on tend à la française? Est-ce qu'on tend vers un système, une 5e République? Vous avez dit que c'est le moment ou jamais, finalement, de changer les choses. Bien sûr que c'est le moment. On parle tout le temps en Israël, bien sûr, d'une constitution, parce qu'il n'y a toujours pas de constitution, et de changer le système politique pour ne pas être justement otage de ces mêmes partis qu'aujourd'hui l'opinion publique n'aime pas du tout, ces partis sectoriels. C'est le moment. Mais il faut savoir aussi que le système politique israélien ou les hommes politiques israéliens sont très conservateurs. Compte tenu du fait qu'aujourd'hui, quand on regarde un petit peu la Knesset, il y a beaucoup moins de politiques et beaucoup plus de visiteurs qui espèrent être là pour longtemps. Donc là, vraiment, ils ont l'occasion. On a aujourd'hui une Knesset avec presque, je crois, 50 nouveaux députés, c'est un peu ça, des dizaines de nouveaux députés. Donc là, c'est des députés que pendant des années critiquaient ce système. Là, ils ont réellement l'occasion. Et je crois qu'on va avoir deux camps aujourd'hui. Ceux qui veulent réellement changer, les nouveaux venus, et les anciens qui pensent que ces nouveaux, c'est quelque chose de passager et qui vont essayer justement de conserver le système. Un renouvellement des générations à la Knesset, des nouveaux venus à la Knesset, Myriam Danan. Oui, c'est certain. Et puis ça a suscité l'engouement de la population israélienne. Et dans la même veine, on peut également mettre Naftali Bennett, qui même s'il n'a pas propulsé en avant son parti au-delà de ce qu'annonçaient les sondages, il est tout de même resté dans une moyenne très acceptable de 12 mandats. C'est quand même près de doubler ou tripler ce qu'avait jusqu'à présent le Parti national religieux, qui en plus était divisé de l'intérieur. Donc Naftali Bennett, Yair Lapid, de nouvelles figures de l'échiquier politique israélien, à n'en pas douter. Cette réforme aujourd'hui, presque tout le monde la veut. Ceux qui peuvent vraiment y faire obstacle, ce sont les petits partis, puisque pour l'essentiel, une réforme du système législatif israélien, ça va être augmenter le seuil d'éligibilité de ces partis, autrement dit leur rendre la tâche plus difficile. Maintenant, les petits partis n'ont pas beaucoup de poids. D'ailleurs, le fort taux de participation d'hier soir de 66,6%, même s'il n'était pas beaucoup plus élevé qu'il y a 4 ans, il a signifié une tâche plus compliquée pour ces petits partis, justement, toujours pour passer ce fameux seuil d'éligibilité. Et concrètement, ils ne sont pas si nombreux dans la Knesset actuelle. Am Shalem, du Rav Chaim Amselem, ou encore le parti des Verts n'ont pas passé ce seuil. Kadima, oui, mais de justesse. Je vous rappelle qu'hier soir, on l'annonçait comme un parti définitivement disparu. Autrement dit, oui, Benyamin Netanyahou a plus que jamais les mains libres pour cette fameuse réforme. Évidemment. Alors, on verra ça un petit peu plus en détail plus tard dans cette émission. On écoute tout de suite le discours d'élection, finalement, de Yair Lapid. Écoutez-le. Nous avons été investis d'une grande responsabilité. Tout le long de cette campagne électorale, il y a eu une phrase que j'ai entendue sans cesse, de Kiryat Shmona à Sderot, de Jérusalem à Tel Aviv, de Metula à Eilat. Dans chacun de ces endroits, il y avait toujours quelqu'un pour me dire « Ne nous oublie pas quand tu seras là-bas ». Et on reprend l'antenne justement avec le rappel sur les résultats, rappel des résultats. Le comité électoral de la Knesset qui a donc travaillé toute la nuit pour s'approcher des 100% de voix décomptées. Près de 99,5% des bulletins ont donc été dépouillés. La victoire en grande pompe, on l'a dit, on le répète, de Yair Lapid qui ne fait que se préciser, s'affirmer dans les chiffres. Le Likoud obtient, vous le voyez sur ce schéma, 31 mandats à la Knesset, perd donc 11 sièges par rapport à la précédente Knesset. Le parti de Yair Lapid, 19 sièges. Le parti travailliste, le parti Avoda, que vous voyez s'afficher, 15 sièges, 15 mandats. Le Chasse, parti ultra-orthodoxe, 11 mandats. Celui de Naftali Bennett, 11 mandats également. Yahadut HaTorah, 7. Score similaire pour Tzipi Livni. Et le deuxième, le parti de gauche, Meretz,
avec 6 mandats pour le Meretz. Kadima et Shaoul Mofaz, qui avaient donc été annoncés, Myriam le disait hier, sans voix, ont donc finalement dépassé le seuil d'éligibilité et sont entrés avec 2 mandats pour Kadima, ce que vous voyez donc ici s'afficher. On en a parlé hier avec le beau temps, le soleil qui régnait sur la majorité du pays. C'est le taux de participation qui a également été le grand gagnant. En Israël, le chiffre est tombé, 66,6%. D'un point de vue israélien, c'est une réussite, Boaz Bismuth. Quand on le regarde d'un point de vue français, ou aux dernières élections, à l'élection présidentielle, 80% de participation, 81,5% de participation, c'est peu. Finalement, comment ça s'explique? Ou même les premières élections pour la première Knesset en Israël, 87%. Alors bien sûr, là, si on compare à ces chiffres-là, on va être déçu. Mais rappelez-vous encore une fois, lorsqu'on parlait d'une campagne à demi-teinte, une campagne ennuyante, où les jeux sont donnés d'avance, où des gens, c'est clair qui va gagner les élections. Donc c'est un fort taux de participation. En plus, Israël facilite le jeu, c'est-à-dire il y avait 2 choses. D'abord, c'est un jour férié, pas tous les pays ont un jour férié. Et ensuite, un fabuleux temps comme on a vu hier. Donc on se réveille le matin, on vote et après on amène voir les enfants au zoo. Donc c'est assez, même c'est joli, c'est presque un happening, comme on dit. Je crois que ça facilite les choses. Maintenant, le fait qu'il y a eu, et ça c'est quelque chose d'assez intéressant, je crois que c'était aussi un indice pour les résultats. On a vu très bien à des heures assez tôt dans la journée qu'il y a une forte mobilisation, mais on voyait aussi que justement dans les endroits qui sont plus le fief du Likoud, la mobilisation n'était pas aussi forte. Donc là, c'était un très très bon indice. Je crois que pour la nation, pour Israël, pour la population, le fait qu'il y ait eu 67%, donc plus que la dernière fois, je crois de 3 points ou 2-3 points, c'est quand même quelque chose de positif. Il faut participer à ce jeu politique, mais je crois aussi qu'il y avait une très forte campagne les derniers jours du président et de la presse israélienne à aller voter. Chacun pensait qu'en ayant beaucoup plus d'électeurs, chaque parti pensait que ça allait jouer pour lui. Et finalement, ça a joué en faveur de qui, ce fort taux de participation, Myriam Danan? Mais finalement, les jeunes, puisque c'est d'eux qu'on avait peur, on pensait que les jeunes n'allaient pas voter et les jeunes ont voté pour Yair Lapid, c'est certain. Alors en fonction de la répartition régionale et même municipale des derniers votes, ce qu'on peut constater, c'est que ce fort taux de participation, il concerne moins l'électorat classique des grands partis comme celui des travaillistes et du Likoud, et davantage, on le disait tout à l'heure, les classes moyennes et les jeunes. Ils ont voté massivement, et notamment des succès sans précédent pour Yair Lapid, notamment à Modine, avec plus de 27% des suffrages qui sont allés à Yair Lapid. Oui, alors si on fait un bilan, excusez-moi Myriam de vous couper, si on fait un bilan, Yair Lapid a remporté de nombreuses voix dans le centre, notamment Ramat Gan, Ra'anana, Ramat HaSharon. Le Likoud, c'était plutôt Holon, Bat Yam. C'est à peu près la carte politique qu'on a observée. Et la ville-État de Tel Aviv, je pense aussi, Lapid, qui a gagné aussi. Et celle de Ramat Gan également. Et celle de Ramat Gan. Combien symbolique aussi. Exactement. Cela montre donc la carte politique, les électeurs européens qui sont donc plus concernés manifestement par ce droit de vote qu'ils ont durement acquis. Ils se rendent en masse aux urnes. Eh bien nous, l'équipe de Gissen TV a décidé de suivre une Française venue s'installer en Israël, devenue aujourd'hui israélienne et qui votait hier pour la première fois, en Israël en tout cas. Elsa Mimoun a accompagné Léa pour sa première fois dans les isoloirs israéliens. Regardez. Léa, nouvelle immigrante, est arrivée il y a 6 mois en Israël. Mariée à un jeune Israélien qui effectue actuellement son service militaire, elle étudie pour sa part les sciences politiques à l'université de Tel Aviv. Comme tout nouvel immigrant, Léa cherche à s'intégrer. Pour cela, quoi de mieux que de prendre part à la vie politique de son nouveau pays. Nous sommes le 22 janvier 2012, jour férié en Israël. Tous les citoyens sont appelés aux urnes. Léa s'apprête à accomplir pour la première fois en Israël un de ses principaux devoirs de citoyen. C'est la première fois que je vote en Israël. Je l'ai attendu depuis longtemps ce moment-là. Avant de venir m'installer en Israël, j'avais quelques notions de la politique israélienne, mais les choses bougent beaucoup. Donc, et puis de toute façon, j'en savais pas assez, donc j'ai dû me mettre à jour comme tout le monde, comme tous les Israéliens. On peut pas, j'arrive pas vraiment à comparer la première fois où j'ai voté en France et la fois où je vote en Israël. En France, je me sentais pas réellement concernée par ce qui se passait. Ici, ça me touche directement. C'est mon impression. Ça me touche directement. Un choix difficile pour un paysage politique varié, 32 partis, 32 représentants, autant d'idées parfois dures à démêler pour celui qui vient d'arriver. Et ce matin encore, je ne savais pas qui voter, j'hésitais entre 2 partis. Le parti du cœur et le parti de la raison, on va dire. J'ai fini par choisir la raison, parce que j'essaye de voir plus large. Ce qui m'importe à moi n'importe peut-être pas autant aux autres. Donc j'ai choisi le collectif, j'ai choisi le parti de la raison pour moi.
Je peux dire que je suis familière avec les préoccupations des Israéliens puisque je suis israélienne, mais c'est pas tout d'avoir une Teudat Zehut, une carte d'identité. Il faut vivre au jour le jour ici. Et oui, je peux dire que j'ai des préoccupations d'israélienne et d'étudiante. Je ne peux pas vous dire pour qui je vais voter. Qui a reçu la voix de Léa, on ne le saura pas. Une chose est sûre, Léa a voté en son âme et conscience, un nouveau pas vers son intégration. On reviendra sur le vote des nouveaux immigrants ensuite. Myriam, vous vouliez préciser un élément sur le taux de participation. Oui, toujours sur ce taux de participation, ce chiffre de 66,6% pour faire la différence avec ce qui se passe en France et en Europe. Il faut souligner qu'en Israël, il y a une minorité arabe israélienne qui représente près de 20% de la population et qui est de façon générale assez indifférente avec ces élections, qui ne se retrouve pas dans les partis en présence, même dans les partis arabes israéliens. Il y a là-bas un fort taux d'abstention et aux dernières élections, un taux de participation légèrement au-dessus des 50%, et c'est sans doute aussi ce qui a provoqué la chute de ce taux de participation, alors que les nouveaux immigrants, eux, votent massivement, et ce, dès leur arrivée. Et puis il faut le préciser aussi, les derniers sondages sur les nouveaux immigrants, qu'ils soient de France ou d'ailleurs, ils votent massivement pour la droite, avec près de 70% de votes en faveur du Likoud. La droite qui gagne donc les voix des nouveaux immigrants. Ces élections, vues de l'étranger, Boaz Bismuth, ça donne quoi? C'est très intéressant. Vous savez, le Monde a toujours, pas le journal, mais le Monde comme tel, a toujours du mal un peu à nous suivre lors de deux événements, je dirais. Un, c'est pendant les guerres, ils ont du mal à nous comprendre, malheureusement. C'est plus facile de comprendre des guerres en Afrique, peut-être. Et la deuxième chose, c'est pendant les soirées électorales, par notre système, par la proportionnelle en Israël. Alors là, je dirais que si le Monde le souhaite, parce que lorsqu'on lit la presse hier, par ailleurs, les élections israéliennes ont mis du temps à être à la tête des sites, mais aujourd'hui, je dirais que le souhait, quand ils ont compris un petit peu ce qui se passe, c'est de voir un gouvernement israélien modéré pour le monde entier, que ce soit aux États-Unis, surtout en Europe. On l'a vu très bien en France, en Grande-Bretagne. C'est très facile de donner une étiquette d'extrême droite dès qu'on est un petit peu à droite dans ce pays et faire des comparaisons avec des réels partis d'extrême droite en oubliant un petit peu le contexte. Ça, c'est quelque chose qui me déçoit, mais c'est pas seulement en Europe. Une comparaison finalement que les médias français n'auront pas à faire. Là, je dirais peut-être que pour eux, d'abord, c'est le grand étonnement parce que eux aussi, je dirais que imaginez que si pour nous, c'est déjà difficile à déchiffrer un petit peu ces élections et un petit peu ces chiffres. Alors imaginez pour quelqu'un de l'étranger, c'est un petit peu, c'est comme si vous et moi maintenant, on essaie de voir un petit peu ce qui se passe en Finlande à la fin des élections. C'est pas évident, on n'est pas nés tous à Tel Aviv, Jérusalem ou Rothschild. Mais peut-être ce qui est très joli, c'est regarder aujourd'hui la une de New York Times, un journal très très important. Je le regarde maintenant avec vous. Alors il parle vraiment de surprising, de la surprise de la deuxième place par un parti du centre qui a été fondé, en anglais on va dire founded by célébrité bien sûr, ou emphasize, qui met l'accent en kitchen table issues, sur des dossiers. Voilà, vous avez parlé de quoi on a parlé dans cette élection. Alors pour les Américains, kitchen table issues, on est très loin de l'Iran, on est très loin de processus de paix, on est là au prix de la baguette. Les journaux français, Myriam Danan, eux aussi mettent le point fort sur cette victoire en demi-teinte finalement de Benjamin Netanyahu. Finalement en France, ils ont presque poussé un véritable soupir de soulagement. On avait très peur de cette montée de l'extrême droite, comme ils l'appellent, de cette droite sioniste religieuse, comme on l'appelle en Israël. Ils avaient très peur notamment de Naftali Bennett et d'une trop grande droitisation de Benjamin Netanyahou. Et finalement, Benjamin Netanyahou déçoit, Naftali Bennett reste à sa place. Ce sont les centristes et les stars de la télévision qui font le meilleur score. Autrement dit, toutes les options restent sur la table et cette victoire en demi-teinte, c'est avant tout pour l'Europe, une victoire pour le processus diplomatique à venir et peut-être également pour plus de souplesse de la part de Netanyahou. Les réactions à l'international, on y revient d'ici quelques instants. Boaz Bismuth, merci d'avoir été avec nous ce matin. On marque une courte page de publicité. On revient juste après avec Samir Ben Maïchi qui nous détaillera les réactions du monde arabe.
retour sur le plateau de la matinale un peu particulière, le lendemain de cette soirée électorale à Tel Aviv. On en reparle notamment avec Samir Ben-Layachi. Bonjour, merci de nous avoir rejoints ce matin sur ce plateau. Vous êtes spécialiste du monde arabe. Les élections dans les démocraties occidentales, c'est souvent perçu comme une fête, la fête de la démocratie. Et vous me disiez ce matin, juste en arrivant, juste avant de commencer cette émission, un élément qui n'est pas passé inaperçu pour moi, c'est que finalement, cette fête de la démocratie, vous, originaire du Maroc, vous y êtes un peu étranger. Oui, parce que moi, je me suis un petit peu promené entre les bureaux de vote hier pour voir comment ça se passe. J'ai comparé un petit peu avec ce qui se passait au Maroc, un petit peu dans ma tête, mais je parle des années 90, fin des années 80. Donc, c'est vrai, à voir les Israéliens un peu heureux, c'est-à-dire comme si c'était une fête religieuse. C'est-à-dire moi que je compare. C'est ça, c'est ce que vous me disiez. Il y avait la même ambiance que si c'était une fête religieuse. Donc, et je compare avec ce que je connais. Ça veut dire tout ce qui est élection, fête nationale, et un petit peu, c'est pas vraiment la tasse du thé du peuple. Donc, c'est-à-dire si on est intelligent, on évite ces fêtes-là, alors que là, j'ai une participation. Un taux de participation assez important et un engouement de la population israélienne pour ces élections. Donc, alors, vous avez observé toute la nuit les réactions du monde arabe dans sa globalité. Les pays limitrophes à Israël, que disent-ils de cette élection? Au cours de la journée hier, on entendait, et on va en reparler un peu plus tard, on entendait Ismaël Haniyeh notamment s'exprimer sur la grande victoire de l'extrême droite israélienne. Ça n'a pas eu lieu. Il a parié sur manifestement le mauvais cheval. Comment on réagit les pays limitrophes à Israël? Bon, il y a d'abord le prisme à travers lequel le monde arabe lit les élections en Israël a un petit peu changé, je crois. D'abord, avant les élections, on parlait plus des élections israéliennes à travers le prisme des Arabes israéliens ou de conflits entre les Israéliens et les Palestiniens, mais on parle, par exemple, des élections comme si c'était des élections en Finlande, par exemple. On analyse... C'est ça, c'est ce dont on parlait tout à l'heure avec Boaz et Myriam, une normalisation ou une volonté de normalisation des sujets au top 10, on va dire, des préoccupations des Israéliens. Voilà, donc on parle des Israéliens comme si c'était un autre, c'est-à-dire un peuple normal qui vit au Moyen-Orient. C'est-à-dire leurs préoccupations du quotidien, leur aspiration à la paix, et puis leur lutte pour survivre, c'est-à-dire ce qu'on n'entendait pas auparavant. Donc ça, c'est dans les grands journaux, par exemple Nahar, Al-Ahram, le matin du Maroc. Qui finalement déplore l'absence de ces grands sujets au menu des élections et de la campagne. Exactement. Donc, et là, quand il y a cette surprise, j'ai vu ce matin qu'on a un petit peu changé le temps. C'est-à-dire, voilà que les Israéliens, c'est pas ce qu'on a cru, donc c'est pas vraiment et Bibi Netanyahou. Alors là, voilà un titre que vous allez, je vous le demande instamment, m'aider à déchiffrer et à lire. Okay. Mon ignorance sur le sujet est latente. C'est les élections israéliennes. Les élections israéliennes bon, Khalafat Tawaqa'at, c'est-à-dire il a dénommé ou il a dénoncé ou je sais pas. C'était pas vraiment ce qu'on a cru. C'était pas ce qu'on attendait. Ça, c'est un quotidien de quelle nationalité? C'est un Libanais, le Nahar libanais. Donc voilà. Donc c'est-à-dire ce changement du temps, c'est très important. C'est-à-dire là. Et ici, pour le coup, on voit Naftali Bennett en. Mais là, ce sont des articles avant les élections, parce que ce qui est important, c'est-à-dire le point important, c'est que ce matin-là, pas dans les journaux, parce que c'est un peu trop tard, mais dans les blogs, on a changé
changé la tonalité, si vous voulez. Le temps a changé. C'est-à-dire, voilà, on a été surpris, les Israéliens étaient surpris, et donc c'est pas vraiment l'extrême droite, mais c'est le centre. Le centre, bien sûr, avec une orientation classique, mais de toute façon, c'est pas l'extrême droite, c'est le centre, et ça, c'est très intéressant. Myriam Danan, ce centre, les Israéliens qui ne pensent pas seulement à la sécurité et à la défense, c'est aussi ce qui domine dans les journaux en langue française, notamment dans les pays limitrophes à Israël. Oui, effectivement, L'Orient le Jour, Jeune Afrique ou encore Al-Aram en Égypte, ils sont tous là à souligner la percée du centre au cours des dernières élections. L'Orient le Jour s'amuse même à reprendre un petit peu le titre du Monde en parlant d'un succès étriqué pour Benyamin Netanyahou. Mais encore une fois, ce qui est à relever dans cette presse arabe, c'est qu'elle s'intéresse au fond du débat politique israélien. Le temps des messages simplistes est dépassé. Les moyens de communication aujourd'hui imposent à la presse arabe de se mettre à jour et de donner un message plus complet et une vision plus honnête de ce qui se passe en Israël. Un message plus complet, Samir, vous corroborez les propos de Myriam? Par exemple, Aram, hier soir, il a pris même la métaphore de ce fameux match de football entre Beitar Yerushalayim et le Poel de Tel Aviv, pour montrer que c'est la victoire de la droite. Donc, c'est une métaphore un petit peu épuisée. Mais le fait que l'Aram prenne cette métaphore ou reprenne cette métaphore, ça veut dire qu'on a commencé à parler d'Israël comme si c'était un autre pays proche-oriental à côté de nous. La normalisation donc de l'État juif, on l'a bien compris. Est-ce que des personnalités du monde arabe se sont exprimées sur la victoire de Yair Lapid, la potentielle défaite de Benyamin Netanyahou? Est-ce que certaines voix se sont déjà élevées? Non, j'ai entendu surtout des chercheurs, des analystes qui parlent d'un temps un petit peu, je dirais pas très enthousiaste. Donc on dit que vraiment, voilà, ce sont des centristes, mais ils vont pas vraiment arrêter Benyamin Netanyahou si lui, il veut par exemple faire la guerre contre l'Iran, ou s'il veut reprendre une autre guerre contre les Palestiniens. C'est pas vraiment leur politique majeure. Donc c'est-à-dire ils vont pas construire un barrage devant Benyamin Netanyahou. À Ramallah, dans les rues de Ramallah ou à Gaza également, comment est-ce qu'on réagit à cette élection? Est-ce qu'on voit ça finalement d'un bon œil, une possibilité d'ouverture? Bon, d'abord, on est un petit peu étonné parce que c'est pas vraiment, comme vous avez dit, c'est pas vraiment ce qu'on a prévu. Mais en même temps, il y a ce temps un petit peu parce qu'on a été souvent désespéré par Israël, par sa politique, et donc il y a ce réel politique, si vous voulez, qui veut dire que même ils sont un petit peu centristes sur le plan économique, mais sur le plan idéologique, politique, ils vont rester, ça va rester, ça revient au même. Ça revient au même. Et pendant que vous parlez, Samir, des images qui datent donc d'hier soir de la rue à Ramallah, une rue donc plutôt calme à la différence des rues de Tel Aviv. On recevra Rudy Saada un peu plus tard sur ce plateau pour nous en parler. Myriam, une précision importante. Oui, à Ramallah, une rue plutôt calme et même plutôt indifférente, il faut le dire, puisque Mahmoud Abbas a décrété haut et fort que Benyamin Netanyahou, un petit peu ce que Benyamin Netanyahou lui a répondu aussi, n'était pas de son goût un partenaire de dialogue pour pouvoir conclure une résolution au processus de paix israélo-palestinien. La droite pour les Palestiniens, ce n'est pas une bonne chose, et Yair Lapid, finalement, c'est un petit peu un nouveau venu sur l'échiquier politique israélien, donc des attentes très mesurées, du scepticisme. Aujourd'hui, c'est ce qui prédomine dans la rue palestinienne. C'est le scepticisme et pas l'espoir. Complètement. Très bien, donc c'est un peu ça que vous ressentez aussi, Samir, du scepticisme, pas forcément de volonté de s'engager et de crier haut et fort qu'on est content finalement que la droite n'est pas, l'extrême droite en tout cas, n'ait pas remporté ces élections. Donc d'abord il y a les Palestiniens qui sont surtout toujours les premiers à parler des Israéliens d'une façon normale, et puis ce sont les premiers
a attiré l'attention sur la dégénération de la situation. Donc les Palestiniens, je crois, sont le peuple arabe qui vraiment comprennent un petit peu les Israéliens. C'est-à-dire ils sont là, ils comprennent un petit peu ce qui se passe. Enfin, par exemple, dans les journaux, les grands journaux arabes, on a un petit peu changé le ton, mais les Palestiniens, eux, ils restent un petit peu mitigés, même un petit peu, je dirais, inquiets, un petit peu inquiets. Et en Égypte, les frères musulmans, Mohamed Morsi, comment il réagit à cette centrisation du pouvoir israélien, lui qui a plutôt mis son pouvoir à l'extrême également. Il n'a pas encore parlé. Peut-être dans la journée, il va s'exprimer. C'est ça, les réactions à l'international tardent à venir. Est-ce que vous voyez, Myriam, je vous vois surfer sur Internet à l'aide de votre tablette. Est-ce que vous voyez déjà des réactions à l'international d'hommes politiques, d'hommes, de femmes politiques, de représentants du pouvoir? Les réactions tardent à venir, puisqu'il faut le rappeler, ce sont des élections législatives. Autrement dit, les Israéliens n'ont pas encore choisi, si on peut dire, un Premier ministre ou un chef de gouvernement. On sait que ce sera probablement Benyamin Netanyahou, sauf nouvelle surprise, sauf s'il n'arrive pas à former sa coalition, ce qui a concrètement très peu de chances de se produire. Mais il n'y a pas encore de félicitations, puisqu'il n'y a pas de nomination officielle. Les choses compliquées commencent aujourd'hui pour Benyamin Netanyahou, des tractations qui ont commencé dès hier soir avec des premiers coups de fil, notamment à Yair Lapid, qui a été très courtisé, on l'a expliqué, par la droite comme par la gauche. Pour Benyamin Netanyahou, la vraie campagne commence maintenant. Il va falloir qu'il réussisse à se faire recommander comme Premier ministrable par tous les autres partis, ou du moins par la majorité à Shimon Peres. C'est l'étape à venir. Ensuite, il faudra négocier pour la répartition des portefeuilles ministériels. Et c'est sans doute une fois qu'on connaîtra le gouvernement de Benyamin Netanyahou qu'on aura des réactions officielles de ses alter ego. Alors, on va reparler de ces portefeuilles, justement. L'une des personnes qu'on n'a pas entendues ce matin et qui pourtant s'est exprimée hier et qui pourrait également, vous le disiez et vous le direz sûrement, Myriam, faire de l'ombre à Benyamin Netanyahou dans sa tentative de formation d'un gouvernement, c'est Shelly Yachimovitch. On l'écoute et on en reparle. Il se peut que nous nous trouvions à une croisée des chemins, un moment où nous pouvons former un gouvernement de changement. Je m'engage ici, face à vous et face à ceux qui m'écoutent, que je ferai mon maximum pour réunir toutes les forces qui représentent un bloc d'opposition à un gouvernement extrémiste, capitaliste, cruel pour ses citoyens. Et j'ai l'intention de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour parvenir à réaliser cette opportunité dont nous disposons aujourd'hui. Il faut attendre les résultats réels et il y a de fortes chances que demain matin, Netanyahou ne parvienne pas à former un gouvernement. Myriam Danan, Shelly Yachimovitch, elle risque de mettre des bâtons dans les roues de Benyamin Netanyahou pour la formation du gouvernement. Elle aurait bien voulu, mais ça s'annonce plus compliqué que ce qu'elle ne pense. Hier soir, on lui a annoncé 17 mandats, elle se réveille avec 15, et puis un parti Kadima qui appelle, c'est le seuil d'éligibilité, et ce donc bien sûr sur le dos des travaillistes, c'est certain. Yair Lapid, lui, s'est retrouvé renforcé ce matin avec 19 mandats, il est dans le haut des pronostics, Shelly Yachimovitch dans le bas. Donc le bloc qu'elle espère se voir former entre le centre et la gauche pour contrer l'arrivée au pouvoir de Benyamin Netanyahou et sa nomination de Premier ministre, finalement, c'est la continuité de ce qu'elle a essayé de faire pendant toute cette campagne et ce à quoi elle n'est pas parvenue. Et d'ailleurs, même Shelly Yachimovitch a eu des propos très contestés au cours de cette soirée électorale. Elle l'affirmait haut et fort dans son QG de campagne. Si elle arrive à obtenir plus de 20 mandats, alors elle voudra bien envisager à nouveau de rejoindre la coalition de Benyamin Netanyahou. Et finalement, c'est Yair Lapid qui se retrouve dans une position similaire. Shelly Yachimovitch a réussi à redresser son parti, mais ce n'est pas elle, le porte-drapeau des questions sociales aujourd'hui. C'est Yair Lapid. Samir, vous reviendrez sûrement nous parler de la formation de ce gouvernement, comment elle est perçue dans le monde arabe. Pour l'heure, merci de vos explications. Merci d'être venu ce matin sur notre plateau. Et puis, on va tout de suite regarder une intervention. Emmanuel Navon, il était hier au quartier général du Likoud. Écoutez-le, son propos est assez intéressant. Je pense que c'est à la fois une déception et un soulagement. Une déception dans la mesure où, effectivement, si on compare le nombre de sièges qu'avait le Likoud dans la Knesset sortante, il y a une diminution évidente, mais un soulagement dans la mesure où Benyamin Netanyahou reste le chef de la future coalition. Et une coalition qui, finalement, à mon avis, il y a plusieurs possibilités, plusieurs options pour le Premier ministre, mais je pense qu'il y a également la possibilité de créer une coalition qui va être fidèle à la volonté de l'électorat, une coalition de centre-droit. Et maintenant, la négociation va commencer. Je pense que tout dépendra de la coalition que nous allons former.
De toutes les manières, il aurait été nécessaire de former une coalition. Comme vous le savez, en Israël, nous avons la proportionnelle intégrale. Il est impossible d'avoir un gouvernement sans coalition. Et si vous regardez les résultats, il y a une coalition possible entre le Likoud, Naftali Bennett et Yair Lapid. Et je pense que c'est une coalition dont veut la plupart de l'électorat, une coalition qui permettra de faire les réformes économiques qui sont nécessaires pour soulager la classe moyenne, et une coalition sur laquelle il n'y aura pas de véritable désaccord sur les questions politiques et diplomatiques, puisque ces trois partis finalement ont tous trois dit que le conflit à l'heure actuelle n'est pas résolu, bien qu'ils aient des solutions potentielles, des propositions pour le résoudre, mais que pour l'instant ce n'est pas ce qui préoccupe en priorité les Israéliens. Myriam Danan, on va se prêter à l'un des jeux favoris des journalistes, les pronostics. Quels sont vos pronostics pour la formation du futur gouvernement? Bien, en tout cas, les miens ne sont pas ceux de Emmanuel Navon qu'on vient d'entendre. Il part d'une alliance probable avec Naftali Bennett. Ça s'annonce beaucoup plus compliqué que ce qu'il ne semble. D'abord à cause de ses rapports conflictuels avec Sarah et Binyamin Netanyahou que plus personne ne cache entre cet ancien chef de cabinet du Premier ministre Binyamin Netanyahou. Et puis aussi des positions très dures sur le plan diplomatique et politique, sur la probable résolution du conflit israélo-palestinien. Naftali Bennett est très dur concernant les conditions de création d'un État palestinien, voire la création d'un État palestinien tout court. Autrement dit, pour Binyamin Netanyahou, il faudra faire des concessions, mais les concessions économiques vont peut-être être plus faciles pour lui à faire que les concessions politiques, sans doute aussi à cause des pressions occidentales et internationales qu'il va avoir sur les épaules. Autrement dit, pour Binyamin Netanyahou, à choisir entre les partis orthodoxes et Naftali Bennett, il est probable, oui, qu'il choisisse les partis orthodoxes, quitte à déplaire sur ce plan à Yair Lapid, effectivement. Alors oui, les partis orthodoxes devront eux aussi faire des concessions, Yair Lapid aussi. Alors comment faire pour que tout le monde s'entende? Eh bien, il faut faire entrer un maximum d'acteurs dans la coalition gouvernementale. Et c'est ça, le jeu auquel va jouer Binyamin Netanyahou dans les jours à venir. Un véritable chef d'orchestre, donc, si on comprend bien. Les finances, probablement, à Yair Lapid. Un autre mandat, un autre ministère qui serait... L'éducation, probablement aussi à Yair Lapid. Binyamin Netanyahou l'a affirmé haut et fort, il veut récupérer le ministère du Logement. Alors, est-ce que ce sera pour lui ou bien est-ce qu'il devra aussi le céder à Yair Lapid? Ça, on va le voir. Mais ce qui est certain, c'est que ça n'ira pas aux orthodoxes de Chasse et de Yadut HaTorah. Pour le reste, tout est encore très flou, donc on verra bien. Mais ce qui est certain, c'est que la question va sans doute être qui va rester dehors plutôt de qui va être dedans. C'est en tout cas la question que Binyamin Netanyahou souhaite qu'on se pose dans les jours à venir sur sa prochaine coalition. Myriam Danan, merci d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir répondu à nos questions. Merci de vos analyses. Merci à vous. On revient sur les résultats, les derniers résultats. Le comité de la Knesset qui a travaillé dur toute cette nuit, cette dernière nuit d'élection pour s'approcher des 100% de voix décomptées. Eh bien, près de 99,5% des bulletins ont été dépouillés. La victoire en grande pompe, on le répète, de Yair Lapid qui ne fait que se préciser et s'affirmer dans les chiffres. Le Likoud, vous le voyez sur ces images, obtient 31 mandats à la Knesset. Le parti travailliste, 15 mandats. Le parti ultra-orthodoxe Chasse avec 11 mandats. Celui de Naftali Bennett, Abeit HaYehudi, 11 sièges à la Knesset. Yadut HaTorah, 7. Score similaire pour Tzipi Livni et le parti d'extrême gauche Meretz, 6 mandats. Et puis Kadima de Shaoul Mofaz qui avait été annoncé hier, qui n'atteignait manifestement pas le seuil d'éligibilité. Eh bien, il entre finalement à la Knesset avec 2 mandats. Voilà donc pour les résultats. On rejoint Rudy Saada. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On entre dans notre deuxième partie d'émission, une partie un peu plus légère. Vous étiez hier à Tel Aviv. Vous avez donc suivi la campagne dans la Ville Blanche, dans les quartiers animés de la Ville Blanche, pour suivre cette soirée électorale. C'était quoi l'ambiance? Tel Aviv est resté fidèle à sa réputation, c'est-à-dire sa réputation de bulle. On n'a pas réellement senti une ambiance élection dans la ville, dans les semaines qui ont précédé l'élection. Les conversations se sont animées autour des élections, on va dire la veille. À part les grands panneaux publicitaires, on ne peut pas dire que la campagne ait vraiment passionné les habitants de Tel Aviv. Hier, il y avait donc journée de vote. On le sait, en Israël, la journée de vote est une... Et chômée. Et elle est chômée, absolument. Donc finalement, les habitants de Tel Aviv ont en profité pour aller voter. Ils ont rempli leur devoir. Ils ont voté à 61% de participation hier sur Tel Aviv. Les derniers chiffres, 66,6 pour être très exact. Sur Tel Aviv? C'est les derniers chiffres. Ah ouais, d'accord, très bien. Bon. Moi j'ai 61, mais si c'est 66, je vous crois. On va les vérifier, on vous redit les précisions d'ici quelques moments. En tout cas, les gens se sont
ruer aux urnes pour aller voter, et on en profitait. En fait, il faisait 25 degrés hier et les rues étaient absolument bondées. Il y avait énormément de monde dans les cafés, les bars, les familles se sont beaucoup baladées. Donc c'était un petit peu une journée de fête, c'est une atmosphère un petit peu particulière. Comme on dit en Israël, Siba les Messiba, une raison pour les festivités, pour fêter. Et puis Rudy, je vous présente mes plates excuses, c'est bien 61%, petite erreur dans les chiffres, désolé. Donc une ambiance particulière hier soir. Absolument. Alors hier soir, la ville s'est un petit peu calmée. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de fêtes la veille des élections, puisque évidemment le jour était chômé. Donc énormément de fêtes, toutes les discothèques organisaient des fêtes autour du thème des élections, avec des jeux de mots pas forcément de très bon goût à chaque fois, mais je vous le dirai pas. Mais on ne dira pas ça ce matin sur notre antenne, on réservera mais pour je notre... vous le dirai en antenne. Cela dit, hier la ville était d'un calme absolu, un calme un petit peu bizarre. Et donc je vous y amène. Je me suis un petit peu baladé aux quatre coins de Tel Aviv hier. Et je vous ai ramené ce petit reportage. Reportage, on revient. Après une journée très ensoleillée et plutôt festive, les habitants de Tel Aviv vont découvrir d'ici quelques minutes le résultat des élections. Je vous emmène prendre le pouls avec moi de la ville qui ne dort jamais. Dans ce café de Tel Aviv, comme partout ailleurs dans la ville, on est loin de l'ambiance survoltée des QG de campagne. Il est tout juste 22 h et quelques amis observent du coin de l'œil les premiers résultats. Sowan, lui, reste scotché plusieurs minutes devant son écran. Personne ne s'attendait à un résultat si serré. La gauche comprend des sièges et de l'influence, et j'aurais espéré un meilleur score de la droite. Les débats enflammés et les commentaires, on les trouvait plutôt dans les appartements. Stéphanie ce soir a invité des amis de tous bords politiques pour découvrir ensemble les résultats. En fait, c'est une tradition en Israël. Fin du jour, on se réunit tous et on regarde ce qui se passe à la télé tous ensemble. On se débat un peu là-dessus, chacun avec ce qu'il a voté, chacun a ses propos. Donc c'est toujours très intéressant. Comme vous pouvez voir ici, on a vraiment un éventail de propos, des idées politiques. Chacun a son avis, mais chacun essaye de tout son cœur de trouver la meilleure solution. Et ici, je remarque avec plaisir qu'on est amis et on parle en ayant des avis politiques et en ayant voté pour des personnes totalement opposées ou différentes. Mais ça n'empêche pas l'amitié, c'est assez étonnant ici. En France, c'est plus difficile, ici, non, c'est étrange. Ça nous permet pour nous de mieux comprendre aussi notre propre système, qui n'est pas évident, qui est très compliqué, d'analyser, de faire comprendre et aussi de comprendre en même temps un peu ce qui se passe dans cette politique très très compliquée. Direction ensuite le célèbre boulevard Rothschild, lieu symbole des grèves contre la vie chère de l'été 2011. Quelques dizaines de militants très à gauche sont venus pour vivre ensemble et en musique cette soirée. Nous pensons que notre mouvement doit continuer à porter les idées des manifestations de 2011 et c'est pour ça que nous sommes là ce soir. La soirée se termine au Evita, célèbre club gay de Tel Aviv. Le recentrage prévu de la Knesset et le score honorable de la gauche est vécu ici comme une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Le Meretz a reçu 7 mandats et Shedi avec le parti Avoda progresse. Donc je suis satisfait. I hope that something new is going to happen tomorrow. I hope that people start. J'espère que quelque chose de nouveau se prépare pour demain. J'espère que les gens vont ouvrir les yeux et que leur esprit va comprendre que nous sommes là et que les Arabes sont là et que nous devons apprendre à vivre ensemble. Il est à peu près 1h30 du matin et tout à l'heure, les habitants de Tel Aviv se réveilleront peut-être avec un nouveau Premier ministre. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ce soir, ils ont passé une soirée presque comme les autres.
Une soirée presque comme les autres et deux nouvelles surprises qui ont été attendues par les Israéliens au réveil ce matin avec de nouveaux chiffres, notamment pour le Meretz ou pour Yair Lapid, des chiffres un peu différents suite à l'affinage donc de ces sondages. Rudy, on reparlera plus tard de votre travail de journaliste d'investigation qui s'est terminé en journaliste de recueil d'informations dans les bars gays de Tel Aviv. On y reviendra en off. Pour l'heure, si les rues étaient si vides à Tel Aviv, c'est parce que les bureaux de vote attiraient la majorité des militants pour faire effet devant les caméras. Alors vous vouliez nous parler de quelques chiffres importants au cours de cette journée électorale à Tel Aviv. À Tel Aviv, effectivement, c'est Yair Lapid qui est la superstar de la ville avec 12,5%. Il arrive en tête. Ensuite, on trouve derrière à 10,5% le Likoud Beitenu au coude à coude avec Avoda qui est à 10,1% et Meretz qui fait un score de 8,6. Ensuite on trouve Tzipi Livni à 4,3 et le Chasse à 3,5. Donc on va dire que ça représente assez bien l'esprit de Tel Aviv qui est plutôt à gauche ou en tout cas au centre. Avec donc plus de voix à Tel Aviv pour le Meretz que dans le reste du pays. Merci Rudy d'être allé, d'avoir parcouru pour nous les rues de Tel Aviv hier soir. C'était quand même assez plaisant. C'était sympa. C'était sympa. Merci donc à toutes les personnes qui ont permis de réaliser cette émission, ceux et celles qui sont venus notamment sur notre plateau pour la rendre plus vivante. C'est donc la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain, 8h30, heure israélienne, 7h30, heure française. Restez sur GISN TV toute la journée, des éditions spéciales, des interviews et des analyses sur cette soirée électorale et la journée électorale qui est passée. On se retrouve demain et d'ici là, portez-vous bien.